Pour commencer, Thierry, bonjour. Dis-nous-en un peu plus sur Colas, mais pas forcément sur l'activité. Je pense que tout le monde connaît, mais bon, tu le rediras au cas où. Mais c'est plus sur la culture de l'entreprise, le fort taux de fidélisation, les valeurs et peut-être finalement le revers de cette médaille, peut-être. Oui, un petit peu. Effectivement, bonjour à toutes et à tous. En termes de fidélisation, Colas, on a un turnover de 6% de collaborateurs. Donc pour certains, ça peut paraître beaucoup et pour d'autres, très très peu. On développe une politique de proximité depuis des années avec l'ensemble des collaborateurs. Je pense, et on l'avait évoqué déjà ensemble, c'est les collaborateurs partent surtout pour des problématiques de management. Et donc, on a mis en place, il y a maintenant 28 ans de cela, un programme de fidélisation à travers des universités qui permet d'accompagner les collaborateurs dans l'entreprise avec premier cycle d'acculturation à l'entreprise. Au bout de 3 à 5 ans, quand vous passez chef de service, puis après, au bout d'une dizaine d'années, quand vous passez directeur, puis après, au bout de 15 ans, quand vous passez au potentiel du groupe. Et ça, c'est une véritable marque qui nous permet de fidéliser un maximum les collaborateurs. Chez Colas, on n'a pas attendu la transformation pour s'occuper des managers. Non, ça fait un petit moment qu'on s'en occupe. Alors, chez Total, à l'ère de la transformation plus particulièrement, quel type de programme vous avez développé ? Enfin, globalement, comment est abordé le sujet de l'évolution du management ? Alors en même temps, je ne surprends personne en disant que nous aussi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a un parcours qui est là depuis longtemps. Par contre, ce qui est de nouveau, c'est qu'on a des transformations dans tous les sens. Donc la transformation digitale en fait mais on a la transformation de notre ambition, notre stratégie de groupe en fait, notre organisation et la façon qu'on travaille, qu'on collabore ensemble, et puis juste les outils de travail. On a passé en collaboratif, etc. Donc on est en train de vraiment réfléchir de nouveau sur l'ensemble de notre parcours, comment on accompagne les managers, comment on les forme, quelles opportunités on les donne, comment est-ce qu'on met tout ça en œuvre, et on change des outils digitaux derrière tout ça. Mais sur le plan humain, en fait, c'est le plus important, c'est le fait qu'il y a, pour moi, comme je vois les choses, c'est qu'il y a une prise de conscience que là, dans le monde qu'on a aujourd'hui, l'importance de l'IQ, de l'intelligence historique, être maîtrise de sa technicité, d'être l'expert technique et d'être promu dans les équipes, c'est une posture qui est un peu en rupture d'aujourd'hui et on est plus sur l'humain. Donc c'est cette transition vers l'intelligence émotionnelle, vers tout ce qui est humain qui est vraiment rupture pour nous. Et du coup, vous passez un peu plus aussi au niveau des moyens sur des parcours un peu plus distanciels. Alors comment ça a été apprécié et accueilli par les managers de faire de la formation au management via de l'e-learning ou autre ? Oui. Alors on a déjà échangé lors des différents updates historiques sur certains programmes. On a été très ambitieux sur certains. On a un parcours 100% en distance pour former les managers débutants. Et j'ai témoigné autrement. Aujourd'hui, j'ai choisi un autre, mais c'est pour dire qu'en fait, il y a dans notre gamme de produits, ce sont des produits de formation, toutes les formations de management sont aujourd'hui mixtes. Donc on a complètement passé du présentiel pur. On est toujours maintenant sur les briques de travail à faire en amont et d'ancrage par la suite. Et donc pour citer l'exemple de Feedback, qui est un projet qu'on a beaucoup travaillé cette année, avec d'ailleurs Juliette Sterwan, donc merci à mes collègues de Juliette Sterwan qui sont là, c'est de revoir la façon que le feedback se traite chez nous. Et parce que c'est un outil qui permet le dialogue, c'est parce que ça permet l'écoute, la proximité managériale. Et on a été convaincus qu'il ne fallait plus former les managers, juste les managers en fait. Il ne fallait pas que cette formation s'offre uniquement à des populations managériales. Donc on a ouvert ça à tout le monde, tout collaborateur, les cohorts qui sont du coup mélangés, managers et collaborateurs, tous les statuts en fait. Et on traite le sujet par des biais différents. Donc le feedback pour moi, le feedback pour toi, le feedback aussi pour la tâche ou le processus qu'on a ensemble. Et dans tous ces sens. Très bien. Thierry, par rapport toi à ta longue expérience de manager, quelle est la formation qui t'a le plus marqué dans ton parcours ?
Je dirais c'était il y a une grosse quinzaine d'années. Je me suis retrouvé à suivre une formation de coaching 3 fois une journée. Et moi qui suis quelqu'un plutôt d'introverti, qui suis incapable de parler devant plus de 2 personnes, ce qui est à peu près le cas aujourd'hui, je me suis retrouvé à être filmé, à faire des pitchs de 3 minutes. Je peux vous dire que j'ai été torturé dans tous les sens, mais vraiment lessivé. Au bout de la première journée, j'avais juste envie de tuer le formateur. Il m'a dit on change de formateur. J'ai dit non, j'aime le challenge. Je me suis dit je vais venir une deuxième journée et c'est moi qui vais te tordre. Je vous rassure, c'est lui qui m'a tordu. Et au bout de la 3e journée, je me suis aperçu que j'avais progressé, effectivement. Et dans ma carrière, c'est vraiment le moment où j'ai pris une autre dimension et j'ai commencé à prendre d'autres postes de manager à un certain niveau. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être le numéro 2 ou le numéro 3 de la DRH de 65 000 collaborateurs. Et je peux vous dire que ça m'a franchement beaucoup aidé. Voilà. Et puis en plus, alors tu fais pas que ça. Ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est qu'à côté, tu es très investi dans le sport de haut niveau, notamment dans le rugby. On peut citer la discipline. Comment, du coup, cette autre vie vient nourrir le management ou le leadership que tu as au quotidien? Alors, je vous rassure, je n'ai pas plusieurs vies, c'est la même vie déjà. J'ai été joueur, entraîneur et président d'un petit club que, mesdames, vous devez connaître, qui fait un superbe calendrier en fin d'année. D'accord, j'en dis pas plus, je vois qu'il y en a qui connaissent. Si tu veux, par rapport à ça, j'ai toujours mis dans l'entreprise ce que j'inculquais dans le monde du rugby. J'ai eu la chance, avec différentes équipes de différents niveaux, d'avoir été 6 fois champion de France de rugby, donc c'est quand même, je dirais, un beau parcours et j'en suis relativement fier. J'ai un triptyque qui est les 3 P. Alors le premier, c'est le partage, c'est-à-dire de partager l'expérience que l'on a, de ne pas travailler en silo, etc. Et puis vraiment de communiquer et de mettre en place des choses hyper intéressantes au niveau de l'entreprise. Le deuxième P, c'est le plaisir. Je pense que vous êtes tous d'accord que si vous voulez le matin et que vous avez envie de travailler, vous générez du plaisir. Et c'est un cercle vertueux qui vous permet de générer, j'allais dire, de la performance, qui est le 3e P. Donc partage, plaisir et performance. Je pense aussi que très souvent en France, on s'attache à l'objectif et pas du tout aux moyens. Et je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment très très intéressant de s'intéresser aux moyens. Et si vous vous intéressez aux moyens, le résultat arrive. Alors que si vous focalisez sur l'objectif, ça devient difficile. Chose importante aussi, alors pour les 2-3 amoureux du rugby, je vais faire juste une digression 10 secondes. Ceux qui ont vu le match France-Afrique du Sud ce week-end, vous avez vu, on était à 2 doigts de gagner et psychologiquement, on a perdu. J'ai la chance depuis 2015 d'être correspondant de la Nouvelle-Zélande en France. On travaille sur les soft skills avec les All Blacks et on s'entend, on a quand même 94% de victoire. Je crois que c'est la seule équipe au monde qui a gagné 94% de ses matchs. Pourquoi ? Parce qu'on a des... Merci. Je ne suis pas tout seul, je vous rassure. Mais on travaille vraiment sur l'intelligence collective et l'intelligence mentale et tous les soft skills. On ne travaille pas que sur la technique, les passes, les coups de pied, etc. On travaille sur les éléments sur lesquels on travaille en entreprise. Et c'est pour ça qu'on arrive à gagner. Et tu parles aussi d'être entraîneur de soi et entraîneur des autres. Tu peux nous en dire plus ? Oui, alors ça, c'est ma grande phrase, effectivement. Quand j'arrive dans un vestiaire en début de saison, je mets une phrase, la haute performance, c'est être entraîneur de soi et être entraîneur des autres. Alors au début, tout le monde me regarde, que ce soit les équipes Colas ou maintenant qui me connaissent un petit peu dans mon côté un peu atypique, et puis mes équipes de rugby que j'ai gérées, et je leur demande qu'est-ce que c'est pour vous la haute performance ? C'est réaliser tel projet, et puis c'est être champion de France ou champion du monde avec les Blacks. Et puis après, on dit, on décline, et qu'est-ce qu'est entraîneur de soi ? Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre de vous-même pour devenir meilleur, et puis être entraîneur des autres, qu'est-ce que vous mettez au niveau du collectif ? Et ça, je peux vous dire que si vous le faites, quelque part, vous prenez une autre dimension aussi. Alors pour revenir à la culture du feedback qu'on commençait à aborder, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la façon dont ce feedback à multidimension a pu être transmis, du coup, en plus via plus ou moins un programme distanciel, et voilà, comment ça a été opéré ? Oui, très bien. Donc, en fait, il ne vient pas tout seul. C'est cette autopolitique RH qui est portée derrière. Et nous, on répond avec un produit. Par contre, la conviction qu'on avait, c'est que le feedback doit être quelque chose qui ancre. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire pour une formation et puis après, on sait comment faire, mais on ne fait jamais. Donc, il fallait vraiment l'accompagner dans la pratique. Donc on est parti sur le fait d'ouvrir l'état d'esprit de la personne dès le départ. Donc il y a un autodiac qui est fait en amont pour
qu'on sache est-ce que je suis ouvert ou pas à recevoir du feedback, est-ce que je suis le genre de personne qui aime le donner. Donc déjà, il y a une partie de connaissance de soi dès la première. Et là, tu réponds à un questionnaire sur ce sujet-là. Voilà, exactement. Et puis, il y a un debriefing qui est fait à distance, assez courte, mais qui permet de vraiment comprendre sa personnalité vis-à-vis du feedback. Ensuite, on a conçu ensemble avec nos partenaires un e-learning qui est assez court, mais qui en fait donne toute la partie théorique. Donc on a décidé de complètement enlever l'apport théorique du présentiel et avoir un e-learning qui traite le feedback dans tous ses sens, horizontal, verticalement, enfin à son propre manager, à ses équipes si on est manager, et entre collègues et entre pairs si on travaille en matriciel ou en équipe. Et bien comprendre l'intention de donner le feedback. Donc tout ça est fait en fait en amont. Le présentiel, du coup, c'est que de pratique. Donc, c'est facilité, vraiment, c'est plus une facilitation qu'une formation. Donc, il y a beaucoup d'exercices de mise en pratique. Puis, on les force à mettre ça en œuvre. Donc, par la suite, ils s'inscrivent à une classe virtuelle à peu près un mois et demi plus tard. Ils doivent, entre-temps, donner et recevoir des feedbacks. Et puis, ça va être débriefé ensemble avec le consultant. Donc, on les force à mettre en œuvre. Et puis, par la suite, on a un outil innovant par la suite pour aller plus loin dans les objectifs. Donc il y a un suivi quand même très concret. Et à la fin du parcours, comment vous continuez à mesurer les résultats dans le temps ? Oui, donc là c'est sur cet outil en plus qu'on utilise. Donc on travaille avec Formatrice, certains d'entre vous connaissez ou peut-être utilisez déjà pour l'évaluation des formations. Total a eu la chance, en fait, dès vraiment en phase assez R&D de leur projet, de participer à la construction d'un outil qui s'appelle Field Coaching et qui vient après l'évaluation. Donc la personne il va évaluer la formation classiquement sur un questionnaire en ligne et puis il va démarrer un auto-coaching avec soi-même, aidé avec l'intelligence artificielle. Donc il y a une plateforme web, il y a une réunion qui s'inscrit dans son agenda, on clique un lien et on se retrouve avec soi-même. Et c'est en posture de coaching pour dire bon, vous avez dit que vous allez faire ça, est-ce que vous l'avez fait dans la plupart des cas, on sait bien non. Pourquoi pas? Et donc en fait, c'est un parcours de 5 réunions qu'on place librement dans le temps, comme on le souhaite, et avec une posture de coach qu'on peut choisir, le coach cactus qui va pousser un peu plus, le coach zen qui va être un peu plus sympa. Et donc c'est des messages qui vont repartir sur ce qu'on a dit déjà. Donc vous avez dit l'objectif était ça, qu'est-ce que vous avez en fait, etc. Donc c'est rebondir sur ce qu'on a dit. Vous avez intégré du 360 du coup, ou c'est a priori que la personne qui déclare ce qu'il est en train de faire? Alors ce qui est intéressant avec cet outil, c'est pas un 360, mais avec cet outil on peut choisir un ambassadeur ou un accompagnement d'un manager ou d'un collègue. Donc c'est aux personnes de nommer la personne pour les suivre dans sa démarche. Donc on peut réinjecter de l'humain via l'outil. Et du coup, Thierry, pour être entraîneur de soi et entraîneur des autres, quels sont tes petits rituels que tu peux nous partager? Je dirais qu'en termes de manager, effectivement, il faut que vous ayez des rituels, parce que ça, c'est hyper important. Alors, il y a des rituels formels et des rituels informels. Le rituel formel, moi, je l'ai mis en place il y a 5-6 ans de ça avec mon équipe. Je me suis aperçu que quand on voulait se voir, il y avait toujours un qui était en réunion ou un qui était à l'extérieur, etc. C'était très difficile de pouvoir travailler sur des sujets. Donc je leur ai dit, voilà, on va se bloquer une demi-journée dans la semaine. Vous choisissez, vous votez. Ils ont choisi le lundi après-midi pour être en début de semaine. Et tous les lundis après-midi, il y a interdiction pour l'ensemble des collaborateurs du service de prendre rendez-vous extérieur ou d'être en réunion. Et moi-même, je me l'interdis aussi. Et donc, ce qui fait qu'on est complètement disponibles les uns pour les autres. Je vois l'ensemble de mes collaborateurs les uns après les autres sur l'ensemble des sujets qui les animent. Et puis, lorsqu'il y a des sujets transverses, effectivement, ça nous permet de nous voir, tout le monde est là et de travailler réellement avec cette notion d'équipe. Après, il y a des rituels, ce que j'appelle des rituels informels. C'est de dire que, j'ai la chance ou la malchance de dormir que 4 heures par nuit. Donc, je commence à peu près à 6h15 le matin. Donc, ça me laisse à peu près 1 heure avant que les premiers collaborateurs arrivent. Et le rituel informel, c'est que je dois prendre à peu près 3 cafés le matin, à 7h30, à 8h30 et à 9h avec l'ensemble de mes collaborateurs, mais en fonction de leur arrivée. Et je les prends par petits groupes, donc ils sont là ou ils ne sont pas là. Mais ce rituel permet de faire un point sur la journée, de faire un point sur les objectifs. On discute de la pluie et du beau temps en même temps, mais ces rituels sont hyper importants. Et une fois que vous les avez sacralisés, vos collaborateurs les attendent et vous attendent au rendez-vous. Donc surtout, les ratez pas, quoi. C'est très important. Donc pour être entraîneur de soi et des autres, il faut dormir 4 heures par nuit ou... Non, je pense pas. Merci beaucoup à vous deux. Merci.